Ça va? Bon, vous les connaissez toutes de toute façon. Donc on va commencer par lesquelles? Vous avez un choix? Pas un choix particulier? Qu'est-ce que c'est que ça? Non les gars, on a dit qu'on ne faisait pas la quête ce soir. Hein? Non, 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 non. On ne fait pas la quête ce soir. Hein? Non, 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 ce soir on ne fait pas la quête. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Attention, hein, je vous ai à l'œil. Tant qu'à faire, on va commencer directement par ce que vous connaissez le mieux. Comme ça, vous ne me direz pas « Ah, on voudrait ça, on voudrait ça, on voudrait ça ». Vous aurez le choix tout à l'heure. Tout à l'heure seulement. Donc, c'est le directeur d'un grand magasin, extrêmement antisémite. Oui, c'est celle-là. Qui est-ce qui a dit ça? Non, 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 non. Détendez-vous, calmez-vous. Directeur d'un grand magasin, extrêmement antisémite, il appelle son contremaître, il lui dit, voilà, dans votre rayon, vous avez un vendeur, Lévi, vous me le videz, mais vous me le videz sur le champ. Il dit, monsieur le directeur, depuis qu'on l'a dans notre rayon, on fait des ventes pas croyables, je ne peux pas vider ce mec-là. Non, 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 j'en ai rien à foutre, vous me le videz et direct, tout de suite. Bon, le contremaître, la mort dans l'âme, descend dans le rayon pour vider Lévi. Et il arrive et il voit justement Lévi aux prises avec un client. Alors il dit, au moins, avant de le vider, je vais regarder et voir comment il fait pour vendre et j'aurais peut-être pas tout perdu. Donc il se planque derrière un poteau, il est là derrière le poteau, il regarde Lévi et qui est là, qui fait comme ça, qui fait « Bon, moi, la vérité, cette petite canne à pêche, je veux bien vous la vendre. » Mais quoi, c'est une petite canne à pêche, un petit bout de bois, un petit bout d'hameçon, qu'est-ce que tu vas prendre avec ça? Pour 150 balles, tu vas prendre 3 sardines. C'est nul. À côté de ça, sur ma vie, j'ai la Rolls-Royce des cannes à pêche. En fibre de verre, moulinet incorporé, hameçon, carrosse et grand sport, compétition. Celle-là, tu vas prendre des poissons, mais alors, de quoi remplir un camion. Il dit, ouais, bon, tant qu'à prendre une canne à pêche, je prends la canne à pêche à 300 balles, très bien. Il dit, bon, maintenant, tu as une canne à pêche extraordinaire, mais pour prendre le poisson, il faut avancer dans la rivière. Tu as des bottes à caoutchouc? Ah non, j'ai pas ça, non. Alors, attends. Pour 200 balles, j'ai une paire de bottes à caoutchouc, comme ça, là, voilà, 100% hydrophile. Toute l'eau, elle rentre dedans. Tu rentres chez toi, tu as la grippe, la rhinopharyngite, tu es malade à crever. À côté de ça, pour 500 balles, j'ai les vraies bottes des égoutiers. Tu sais, le truc, ça monte jusqu'ici comme ça, avec les bretelles et tout. Tu vas dans l'eau, tu es au sec. Le mec, il fait, ouais, tant qu'elle est à la pêche, je rentre chez moi avec le rhume. Ok, je prends les bottes des égoutiers à 500 balles. Il dit, bon, tu as la canne à pêche, tu as les bottes à caoutchouc fantastiques. Mais s'il pleut, tu as un imperméable? Bah, j'ai un imperméable pour la ville. Quelle la ville? Je te parle pas de la ville, je te parle, tu vas en forêt et tout, pour un truc solide. Alors voilà, je t'explique. Pour 300 balles, j'ai un imperméable. Bah, il pleut un peu, ça va. Il pleut beaucoup, ça transperce. La vérité, ça transperce. À côté de ça, pour 600 balles, j'ai le vrai ciré du marin. Le vrai ciré le deuxième déluge, il tombe, tu es au sec. Capuche incorporée, jaune, tout jaune. Imagine, tu es en pleine forêt comme ça, en train de pêcher, tout vert, dans la verdure, tu te perds. Tu peux te perdre, tu te perds, jaune, on te retrouve tout de suite. Bon, d'accord, je prends le ciré du marin, très bien. Il dit, bon, la vérité, tu as une canne à pêche extraordinaire, des bottes à caoutchouc fantastiques, un ciré magnifique, mais le plus gros poisson, où on le prend? C'est pas dans la petite rivière, c'est en pleine mer. Tu as un bateau? Non, j'ai pas de bateau, mais là... Non, attends. Pour 40 000, j'ai déjà un petit bateau, une petite barque avec des rames, un moteur. Tu peux déjà aller en pleine mer. Mais imagine, surtout avec la canne à pêche que tu as acheté, tu sors un temps comme ça, tu es obligé de le rejeter. C'est nul. Ah ouais, ça c'est nul. Alors voilà, 400 000 le yacht. Non, mais attends, 400 000, attends, 400 000, d'habitude c'est 450. Mais toi, voilà, tu es sympathique, tu as pris plusieurs articles, tu as une bonne tête, voilà, pour toi je te fais 400. Voilà. Et le gars est là, il se tâte, allez, folie, je prends le yacht. Et le contremaître est toujours derrière son poteau comme ça, il regarde, il fait, c'est pas possible, je peux pas virer ce mec-là. Il va voir Lévi, il fait, excusez-moi monsieur Lévi, mais comment vous faites pour vendre? Ce mec, il rentre dans le magasin pour acheter une canne à pêche et vous lui vendez tout jusqu'au bas. Il dit, quel est rentre dans le magasin pour acheter une canne à pêche? Pas du tout. Ce mec, il est rentré dans le magasin, il est venu me voir, il m'a fait, excusez-moi monsieur, où c'est le rayon des Tampax? Moi, je lui ai dit, week-end gâché pour week-end gâché, partez à la pêche.
Pour faire équilibrer, comme vous l'aurez compris ce soir, nous allons voyager des deux côtés de la Méditerranée. Pour faire équilibrer, nous allons vous parler maintenant de Madame Goldstein. Je sens qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Tout le monde la connaît. Mais vous la voulez quand même? Vous êtes sûr qu'on parle de la même blague? D'abord, attendez, pour récupérer l'accent, parce qu'après l'accent du Sud, il faut que je me prenne un peu de... Sinon je n'arrive pas à récupérer l'accent qui vient des fins fonds des Städtel. Il y a des Yiddishisants ce soir? À Mechaï. C'est le banquier qui appelle Madame Goldstein. Fait, Madame Goldstein, vous êtes cliente chez nous depuis 10 ans. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Il dit, oui, mais c'est le banquier, on se rencontre quand il veut. Non, c'est pas là. Ça, c'est quelqu'un qui la connaît pas ou c'est quelqu'un qui la connaît? On ne sait pas. Et donc, elle arrive chez le banquier est là, il fait « Ah, Madame Goldstein, asseyez-vous, je vous en prie. Si tous mes clients pouvaient être comme vous avez un compte en banque magnifique, vous avez 10 millions de dollars sur votre compte en banque. Tous les clients étaient comme vous, je n'aurais pas de problème. Et je vous remercie, monsieur le banquier. » Il dit « Mais est-ce que je peux vous poser une question? Parce que franchement, on ne se connaît pas. Quelle est votre source de revenus? Comment gagnez-vous votre vie? » Ça, monsieur le banquier, si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Ben, dites toujours. J'ai fait des paris. Et je gagne, bien sûr. Des paris. Ah bon, mais quel genre de paris vous faites? Ah, ça aussi, ça va être un peu difficile à vous expliquer. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Si vous voulez, je peux faire un pari avec vous. Un pari avec moi? Oui. Écoutez, voilà, je peux vous parier que dans 15 jours, vous avez les couilles carrées. Quoi? Ah, c'est très sérieuse, monsieur le banquier, très sérieuse. Dans 15 jours, vous avez les couilles carrées. Je vous parie 50 000 € que dans 15 jours, vous avez les couilles carrées. Non mais Madame Goldstein, vous n'y pensez pas, vous allez perdre forcément obligatoirement ce pari. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est les banquiers, je ne vous apprends pas à faire la banque et vous ne m'apprenez pas à faire le pari. Vous voulez parier avec moi ou pas? Écoutez, là, Madame Goldstein, un pari comme ça, je vous le tiens, il n'y a pas de problème, pari tenu. Rendez-vous dans 15 jours. 15 jours après, Mme Goldstein revient dans le bureau du banquier, accompagnée de son vieil ami Moïchele, qui a 96 ans, qui était dans les Städtel avec elle aussi. Et le banquier, il a la banane, il fait « Ah, Mme Goldstein, asseyez-vous, je vous en prie. Je suis très content de vous revoir, mais là, je crois que vous avez vraiment perdu votre pari. » Il dit « Mais c'est le banquier, comment je peux savoir si j'ai gagné ou si j'ai perdu? » Mais vous ne croyez pas à ma parole, ce que je vous dis? C'est le banquier, je suis une vieille dame. Mais je ne suis pas si facile que ça. Donc, il faut que je voie. Comment ça, il faut que vous voyez? Vous voyez quoi? Ben, ça a 50 000 $. Ah oui, effectivement, bon, 50 000 $. Bon, mais alors, ok, d'accord. Et il baisse son froc, il baisse son caleçon, il remonte tout ça vite fait. Il dit, alors, ah, vous avez vu? Il dit, monsieur le banquier, j'ai 95 ans, je ne vois pas aussi bien que je voyais avant. Il faut que je touche. Non, Madame Goldstein, non, là vous passez les bornes. Non, c'est pas possible. Mais c'est le banquier, ça a 50 000 $. C'est pas n'importe quoi. Bon, écoutez, oui, après tout, c'est 50 000 $. Mais alors, vite fait, hein? Oui, vite fait. Baisse le froc à nouveau, baisse le caleçon, la petite vieille arrive. Ah, il remonte son caleçon, remonte son pantalon, il dit, ah, alors, vous voyez, vous avez perdu. Il dit, oui, j'ai perdu. Vous avez perdu 50 000 $. Il dit, oui, j'ai perdu 50 000 $. Mais j'avais parié avec moi chez 100 000 $ que j'ai touché les couilles à mon banquier. Le principe de la soirée est extrêmement simple. Vous avez dans ces chapeaux des histoires qui sont des côtés des Städtel. Et vous avez dans ces chapeaux,
C'est chapeau. Des histoires qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire. Donc vous avez le choix. Vous pouvez me demander de tirer une histoire de là ou une histoire de là. Je ne sais pas ce que je vais tirer. C'est ce qui viendra, viendra. Il y a plus que prévu. On peut aller jusqu'à demain matin. Bon, au bout d'un moment, il y aura certains qui auront envie d'aller aux toilettes, ou je ne sais pas. Bon, alors on s'arrêtera peut-être. Mais bon, tant qu'il y en a, il y en a. Donc vous pouvez me dire, il y a des fois où je ne vous écouterai pas, parce que des fois j'ai envie de tirer là ce que j'ai envie de tirer moi. Mais vous pouvez me dire. Donc est-ce que quelqu'un a envie de me dire de quel chapeau vous voulez que je tire la prochaine? Le quoi? Le fez à droite. Vous, c'est douce. Il y a un... Ah, c'est celui-là, d'accord. Ah, d'accord. Le rouge. D'accord, le rouge. Alors je tire une du rouge. Ah, celle-là, elle est très très rapide. Très très rapide. En plus, on reste dans le domaine bancaire. Quelle est la différence entre un oiseau et un banquier? Bah, l'oiseau, lui, de temps en temps, il s'arrête de voler. J'attends. Encore le rouge. Encore qui... Non, mais c'est toujours le même qui demande là. Le noir. D'abord. Oui, acheter. C'est un type qui visite pour la première fois Israël. Il fait le tour de tout Israël. Il a un guide. Il l'emmène partout. Et il lui dit, maintenant, j'avais vous la montrer la tombe du soldat inconnu. Alors, il arrive sur la tombe du soldat inconnu. Et il est dans une tombe avec une plaque. Il y a marqué 6J, le soldat inconnu, mort pour la patrie. Et en dessous, il y a marqué David Abramovitch. Alors, le gars, le soldat, il est inconnu ou il est connu? Et bien voilà, vous énervez pas, je vais vous l'expliquer tout de suite. Comme soldat, il était totalement inconnu. Mais alors comme fourreur... C'est le petit Moïse, là, il rentre à la maison. Là, il va falloir vous accrocher parce que l'accent, les gars, les non-yiddishisants vont souffrir. Le petit Moïse, là, il rentre à la maison et le père, il fait « Moïse, montre-moi la carnet de notes. » Et Moïse, il montre le carnet de notes et le père, il regarde et fait « Moïse, qu'est-ce que ça veut dire en français? À zéro. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et dit « Papa, ça a été à rédaction. » Jusque-là, ça va. Ça a été la rédaction. La CJ, ça a été la honnêteté. La honnêteté, ça a CJ, on n'a jamais parlé à la maison. Alors, j'ai préféré rien marquer. Ma fils, tu as raison. Maintenant, assieds-toi. Je vais te l'expliquer. La honnêteté, pour nous, Yid, ça a toujours un cas de conscience. J'étais donc un exemple. L'autre jour, il y a Madame Goldenflack. Ah non, on ne se moque pas des noms, hein. Il y a Madame Goldenflack, elle arrive dans le magasin. Elle achète pour 3 mètres à Ribon Piersweih. Pure soie. Ouais, non, je vous ai dit, je vous ai prévenu. Donc, Madame Goldenflack, elle arrive dans le magasin, elle achète pour 3 mètres à Ribon Piersweih et à Coupon Garbadine. Ça a 40 €. Et j'ai les ronds de la monnaie sur 50 €. Et le soir, quand j'ai fait la caisse, je me rends compte que ce n'est pas 50 € qu'elle m'a donné, c'est à 100 €. Et tu vois, ma fille, maintenant, la honnêteté, la cas de conscience. Qu'est-ce que je l'ai fait maintenant? Je l'ai dit ou je ne l'ai dit pas à mon associé?
Ah, oui. J'aime bien celle-là, moi. Ça se passe dans un kibbutz. Et il y a un contrôleur des impôts en Israël donc, qui vient visiter le kibbutz. Et il arrive et fait « Bonjour, oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous ?» Il dit « Je fais élevage. » « Élevage de quoi ?»« Élevage de poulets. » Il dit « Qu'est-ce que vous donnez à manger à vos poulets ?» « Et qu'est-ce que je donne à manger à mes poulets ? Je donne à grain. » « Ah, vous donnez à grain à poulet. Il y a des millions de gens qui crèvent la faim dans le monde et vous donnez des grains à poulet. C'est 10 000 $ d'amende et tout de suite. » Il dit « Quoi ?» Bah, il discute, mais bon, il paye 10 000 $. L'année suivante, le contrôleur revient. « Bonjour, oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Élevage. Élevage de quoi ? Élevage de poulets. Qu'est-ce que vous donnez à manger à vos poulets ? Ah, je prends un vieux crouton des pains rassis, je les trempe dans un peu de loup et je leur donne ça à manger. Nous, c'est bon ? Et d'écouter, d'abord, première chose avec ça, on peut faire les pains perdus. Il y a la famine aux Indes, c'est 10 000 $ d'amende, et tout de suite, il rediscute et il repaye. L'année suivante, le gars revient. Bonjour, oui, bonjour, oui. Qu'est-ce que vous faites ? Élevage. Élevage de quoi ? Élevage de poulet. Et qu'est-ce que vous donnez à manger à vos poulets ? Ah, là, messieurs, je vous arrête tout de suite. Il y a 2 ans, je donnais à grain, j'ai payé 10 000 $ d'amende. L'année dernière, j'ai donné à vieux crouton des pains rassis et j'ai payé 10 000 $. Alors cette année, je leur donne l'argent et ils s'achètent ce qu'ils veulent. Bon, on va repasser de l'autre côté de la Méditerranée, mais... C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je bois, l'accent change. Et donc, pour repasser de l'autre côté de la Méditerranée, j'ai besoin de... Bouha. Qui c'est qui a dit Bouha ? Voilà. Parce que sinon, je peux pas vous faire une blague séfarade avec un accent ashkénaze, ça colle pas, ça. À la vérité, voilà, c'est revenu, voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré là ? Ah oui, d'accord. C'est Moshe, il est au supermarché. Il est vers les caisses, comme ça, avec son caddie. Et il a l'air complètement perdu, comme ça. Il est là. Et puis, il ne fait pas attention. Il rentre dans un autre gars qui, lui aussi, est avec un caddie, comme ça. Et il n'a pas vu non plus. Il dit, ah, excusez-moi, je suis perdu, mais j'étais avec ma femme dans le supermarché et j'ai perdu ma femme. Et l'autre qui fait, moi aussi, il m'arrive la même que vous. Il dit, elle est comment, votre femme ? Il dit, la mienne, c'est une grande blonde avec des yeux bleus, une mini-jupe, des jambes qui n'en finissent plus, une belle poitrine. Il dit, et la vôtre ? Il dit, non, oublie la mienne, on cherche la tienne. C'est Simon Bénuchou. Non mais, à tout hasard, il y en a beaucoup qui commencent comme ça. Il lui arrive beaucoup de choses à Simon Bénuchou. Hein. Là, il joue aux courses. Ça fait des années qu'il joue aux courses. Et jamais il gagne. Rien. Zéro. Nada. Walou. Et un jour, il arrive aux courses, comme ça. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit dans le paddock, là où il y a les chevaux avant les courses, il voit un rabbin qui est là et qui met les mains sur la tête d'un cheval, comme ça, genre bénédiction, bracha, comme ça. Et ensuite, la course a lieu et le cheval gagne. Incroyable. Alors, il retourne pour la seconde course et il voit encore le rabbin qui met les mains comme ça, qui fait une prière sur la tête d'un cheval.
Il dit, attends, là, il relève le numéro du cheval, il va, il joue 10 euros. Et le cheval arrive gagnant, il gagne 3000 euros. C'est extraordinaire. Alors il retourne au paddock pour la course d'après, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit encore le rabbin avec les mains sur la tête d'un cheval. Il relève le numéro, et il dit, voilà, les 3000 euros, je joue tout. Je mets tout sur ce cheval-là. Et là, le cheval, non seulement il ne gagne pas, mais en plus, il meurt au milieu de la course. Mort. Alors, Simon, il va voir le rabbin, il fait, mais expliquez-moi, il y a un problème. Il dit, tu ne sais pas faire la différence entre une bénédiction et un kaddish. Ah, j'ai mis la main sur quelque chose d'extrêmement clivant. Par expérience, je sais que cette histoire plaît à énormément et déplaît à énormément. Donc, elle est sortie là, on va jouer la règle du jeu. Ça a la tombola annuelle. Alors, là, attendez, non seulement c'est un rire d'initié, mais en plus je connais ce rire. C'est la tombola annuelle de la grande communauté Lubavitch de New York. Ça se déroule au Madison Square Garden, c'est rempli, il y a 15 000 personnes là-dedans. Et c'est une soirée extraordinaire avec dîner de gala, machin, et surtout la tombola, avec des lots. Magnifique, mais magnifique, des lots exceptionnels. Et plus ça va, plus les lots sont incroyables. Et donc il y a un gars comme ça qui est sur l'estrade et qui appelle les numéros gagnants. Les gens montent et ils voient ce qu'ils ont gagné. Il y a vraiment des lots magnifiques. Et donc l'histoire commence, on a déjà passé pas mal de lots et on est au 5e lot. Et donc il y a le gars comme ça qui est sur l'estrade avec les pailles comme ça, il fait « Alors mesdames et messieurs, j'appelle le numéro 3428 ». Il y a un gars qui descend comme ça, il dit « Voy, c'est moi, oui, j'ai gagné. » Il dit « Vous avez gagné le 5e lot, qu'est-ce que j'ai gagné? Vous avez gagné à Croisière pour des personnes à 4 semaines en bateau autour du monde. » « Oui, Amichai, merci, oui, c'est bien, c'est guide, oui. » Il s'en va. Il dit « Attention mesdames et messieurs, maintenant j'appelle le 4e lot. Le 4e lot, c'est le numéro 321. » Un gars qui arrive, qui court, « c'est moi, qu'est-ce que j'ai gagné? » Vous avez gagné à Cadillac, flambant neuve, qui vient de la concession General Motors et Schmoulik sur la 5e avenue. Vous connaissez cette concession? Vous avez déjà acheté un Cadillac là-bas ou pas? Très connu, hein, parce que c'est concession Schmoulik, 5e avenue. Et j'ai gagné un Cadillac. Oui, merci. Il s'en va. Il appelle maintenant, mesdames et messieurs, j'appelle le 3e lot. Le 3e lot, c'est le numéro 8426. Il y a un gars qui arrive. Oui, c'est moi. Oui. Qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, vous avez gagné à Rolex, toute neuve. Oui, merci, oui, Amichai, oui. Il remonte, s'en va, très content. Et mesdames et messieurs, attention, le moment est très important maintenant. J'appelle maintenant le 2e lot. Le 2e lot, c'est le numéro 6021. Il y a un gars qui descend comme ça. Oui, c'est moi, regardez, c'est moi, j'ai gagné le 2e lot. Oui, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, vous avez gagné un strudel. Quoi? Il dit, un strudel aux pommes. C'est quoi? L'autre, il a un Cadillac, l'autre, il a un Rolex, un 2e lot, un strudel. C'est pas n'importe quel strudel. Ça en est un strudel qui en a été fait par la femme du grand Rebbe.
Hein? Hein? C'est un strudel. Qu'est-ce que j'ai gagné un strudel? Un Rolex, un Cadillac. Non, je vous dis, monsieur, comprenez-moi bien. C'est un strudel qui en a été fait par la femme des grands Rebbe. Mais qu'est-ce que je m'en fous? L'autre, il a un Cadillac. Moi, j'ai un strudel. Moi, je m'en fous de la femme des grands Rebbe. Moi, je la emmerde, la femme des grands... Moi, je la enquille, la femme des grands Rebbe. Ah non, ça, messieurs, c'est les premiers loups. Quel chapeau je prends maintenant? Putain, il y a beaucoup de séfarades ce soir. Hein? Le rouge, le rouge. Non, mais on a un professionnel, il a dit, ça s'appelle un fez. Un fez. Un fez. Un fez. Ah, bah, alors oui, on peut. Oui. C'est une devinette. Quelle est la différence qu'il y a entre un ashkénaze, un séfarade et un goy? C'est très simple. L'ashkénaze a une femme et une maîtresse. Il n'y a rien de drôle là. L'ashkénaze a une femme et une maîtresse, et il aime sa femme. Ouf. Ouf, disent les ashkénazes. Surtout la femme. Le goy a aussi une femme et une maîtresse, et il aime sa maîtresse. Et le séfarade, il a aussi une femme et une maîtresse, et il aime sa mère. Je reprends dans le rouge. Pareil, c'est un touriste, il arrive en Israël. Et il dit, il monte dans un taxi à l'aéroport. Et il dit, est-ce que vous pourriez m'emmener à cet endroit très connu? Vous savez, où tous les Juifs sont là, ils se lamentent, ils pleurent, vous savez, il est très connu cet endroit. Et le taxi l'emmène au ministère des Finances. Elle n'était pas très séfarade. Hein. Alors, ah non, ça c'est pour tout à l'heure. Je me la garde. Je me la garde. Je me la garde. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, bah tiens, puisqu'on parlait de mur. Ces deux juifs, ils sont en mur. Deux juifs, ils sont en mur. Et les deux, ils prient, mais avec une ferveur. Mais une ferveur. Mais une ferveur. Et il y en a un qui est là, comme ça, qui fait Dieu, je t'en supplie, fais-moi gagner 100 euros. 100 euros, je t'en supplie, Dieu, 100 euros. Et à côté, comme ça, là, le même, un autre comme ça, il fait Dieu, je t'en supplie, fais-moi gagner 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ah, je t'en supplie, Dieu, 1 million d'euros. Dieu, 100 euros, Dieu, 100 euros. Dieu, 1 million d'euros, Dieu, 1 million d'euros. Et comme ça, avec la même ferveur. Dieu, 100 euros, Dieu, 100 euros, je t'en supplie, 100 euros. Dieu, 1 million d'euros. Au bout d'un moment, celui qui demande 1 million d'euros, il s'arrête. Sort de sa poche. Il donne 100 euros à l'autre. Il lui fait, bon, maintenant, tu te tais, tu le laisses se concentrer. J'ai pris dans le noir. J'ai pris dans le noir. Ça se passe en Pologne. C'est Moïse et son fils, ils arrivent du Shtetl, ils n'ont jamais été en ville, ils arrivent à la grande ville, à Cracovie. Et voilà, ils découvrent la grande ville pour la première fois. Et ils rentrent dans un hôtel à 18 étoiles. Un hôtel magnifique. Première fois de leur vie, ils rentrent dans l'hôtel, ils voient les décorations, la déco, les lustres, les splendeurs partout, et ils sont très très intrigués
parce qu'il voit, il y a un mire dans l'autel qui est tout doré. Et les mires, ils s'ouvrent et ils se ferment. Au-dessus, il y a des numéros qui s'affichent, qui s'allument, qui s'éteignent. Ils ne comprennent pas. C'est un ascenseur. Oui, c'est un ascenseur. Ah, Deutsche Kopf. Oui, c'est un ascenseur. Et ils sont là, ils n'ont jamais vu d'ascenseur de leur vie. Ils disent, oui, qu'est-ce que c'est? Et ils voient les gens qui rentrent. Et à un moment, il y a une vieille dame qui passe, qui les bouscule sur un fauteuil roulant. Et les bouscule, elle rentre dans l'ascenseur, les portes se referment, ils regardent les numéros au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'arrête à 5. Et puis au bout d'un moment, ça redescend. 4, 3, 2, 1, 0. La porte, elle s'ouvre. Et il y a une super gonzesse qui sort de l'ascenseur. Et là, il y a Moïse qui dit à son fils, il dit, vite, va chercher ta mère. Moïse qui rencontre les rabbis, il fait Rebbe, j'ai un problème. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit quelqu'un il m'a volé mon montre. Il dit non, c'est pas possible. Je connais la communauté, je connais toutes mes zvailles. Ça va, ça percute? Je connais toutes mes zvailles. Il n'y a pas de voleur dans la communauté. Même quelqu'un il t'a volé ton montre, c'est pas possible, il regrette déjà. Il dit, non, je t'ai dit, quelqu'un il m'a volé ma montre. Il dit, écoute, voilà ce que tu vas faire. Prochain Shabbos, tu vas monter à la Torah et tu vas réciter les 10 commandements. Et tu vas voir, quand tu vas arriver à « tu ne voleras pas », tu vas voir le voleur, il va se lever, il va fondre en larmes et il va rendre les montres. C'est pas possible. Je ne vois pas autrement. Il dit, voyez, Rebbe, je vais essayer. Le lundi suivant, il croise le Rebbe dans la rue, il a le sourire, Rebbe dit, alors, je vois, tu as récupéré ton montre. Il dit, oui, tu as trouvé les voleurs. Il dit, ah, c'est pas exactement comme ça a passé. Il dit, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai monté à la Torah, j'ai récité les 10 commandements. Et juste quand je suis arrivé à tu ne commettras pas l'adultère, juste je me suis rappelé, j'avais laissé ma montre sur la table de chevet de Madame Rabinovitch. Pour rester dans l'histoire des montres, ça se passe dans un compartiment de train. Et il y a un jeune qui est là assis dans le train, dans le compartiment, et il y a un vieux monsieur en face de lui. Et à un moment, le train roule et le jeune demande au monsieur, je vois, vous avez un montre, est-ce que vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît? Il dit non. Il dit, comment ça, non? Favous, pourquoi? Vous pensez que je ne peux pas avoir l'heure? Je vous explique. Je vais vous donner l'heure, vous allez me dire merci, je vais vous dire il n'y a pas de quoi, je vous en prie, on va sympathiser, on va discuter. Le train il va arriver à destination, on va descendre tous les deux. C'est Shabbos, je vais vous inviter à dîner à Shabbos à la maison. Je vais vous présenter mon femme elle va vous présenter mon fille. Vous allez tomber amoureux de mon fille. Vous allez vouloir vous marier avec mon fille. Et moi je vais donner ma fille à marier à quelqu'un qui n'a même pas les moyens de se payer un montre. C'est Moïse qui rencontre Shlomo
Il dit, nous, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, rien de spécial, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Moi, je fais un métier à schmuck, j'ouvre le magasin le matin, je ferme le magasin le soir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ouais, c'est moi, c'est comme moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je fais la représentante, je vends les jeeps, je vends les pantalons. Qu'est-ce que c'est? On est des schmucks. Il dit, oui, il dit, tu sais quoi? Goldstein, lui, il a un bon métier. C'est un intermédiaire. À intermédiaire, l'autre jour, il a fait une affaire de chaussures. Il a gagné 300 000 euros. Il dit, écoute, schmuck, je connais très bien l'affaire. Ce n'est pas Goldstein, c'est Rosenbaum. Ensuite, ce n'est pas une affaire de chaussures, c'est une affaire de porcelaine. Ensuite, ce n'est pas 300 000 euros, c'est 150 000. Et ensuite, il ne les a pas gagnés, il les a perdus. Une que j'affectionne particulièrement, c'est celle des Juifs qui rentrent dans une agence immobilière, pour une fois pas tenue par un autre Juif. Donc le Juif rentre dans l'agence immobilière et fait « Bonjour madame, je voudrais louer un appartement s'il vous plaît. » Il dit « Non, 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 on ne loue pas aux Juifs ici, barrez-vous. » Il dit « Quoi? Mais je ne suis pas Juif. » Il dit « Quoi? Vous n'êtes pas Juif? » Mais bien sûr, je ne suis pas Juif, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je suis catholique. Mais vous êtes catholique. Mais attendez, mais si vous êtes catholique, moi je suis la reine d'Angleterre. Mais non, puisque je vous dis, je suis catholique, nous, alors quoi? Je vous dis. Vous êtes catholique, vous. Ok, d'accord. Eh bien alors, dites-moi par exemple, qu'est-ce que vous faites le dimanche matin alors? Je vais à l'église. Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Je vais à l'église. Ah, vous allez à l'église. Ok. Eh bien, décrivez-moi un peu, ça ressemble à quoi une église? On rentre comme ça, il y a l'allée centrale, il y a les bancs à droite, à gauche, au bout il y a l'autel, il y a la croix, Jésus sur la croix, voilà. Mais tiens, parlons-en de Jésus, vous qui savez tout là. Il est né où Jésus? Jésus, c'est à Bethléem, tout le monde dit ça. Pourquoi vous me posez toutes ces questions-là? Je vous dis ça, tout le monde, on sait, c'est à Bethléem. Non, mais Jésus, il est né où exactement? Il est né dans la table, avec les vaches, les cochons, les cocoricots, Il dit, je peux même vous dire pourquoi il est né dans la étable. Ah bon, pourquoi? Il dit, parce que ses parents, ils ont rencontré que des enculés comme vous qui ne voulaient pas louer aux Juifs. Boucha, mon ami! Boucha! Nous allons changer de style, hein? On repasse à la quoi, déjà? Au Fez. Il y a des Marocains dans la salle? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, on repasse au Fez, alors. On va changer un petit peu, hein? Ah non, pas celle-là, c'est pas du tout séfarade. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah... Deux pour le prix d'une. C'est bien séfarade. Nous revenons à Simon Bénichou. Et j'imagine que vous connaissez tous les fameux clous Bénichou. Bien sûr. Simon Bénichou, Avada. Non, Avada, c'est pas... Donc Simon Bénichou a une entreprise de clous très connue, les clous Bénichou. Et il fait venir le plus grand publicitaire américain. Il dit, voilà, écoute, tu me fais une campagne publicitaire dans tout Paris. Je veux un truc qui booste la société à mort, là, un truc qui cartonne à mort. Pas de problème, le mec planche pendant une semaine après, qu'est-ce qu'on voit dans tout Paris? Les affiches 4x3, on voit Jésus sur la croix. Et il y a marqué en bas, les clous Bénichou, les clous qui clouent pour l'éternité. Bénichou prend le téléphone, il dit, tu es un grand malade, tous les avocats de la planète ils vont me tomber sur la gueule, tu es un grand fou,
tu me changes ça vite, mais alors très très vite, parce que là, vraiment, tu as déconné complet. D'accord? Il replanche une semaine. Une semaine après, les nouvelles affiches arrivent sur les anciennes, recouvrent les anciennes, et qu'est-ce qu'on voit sur la nouvelle affiche? On voit la croix, il n'y a personne sur la croix, voilà juste la croix, et en bas, il y a marqué « Ah, si seulement il avait été cloué avec les clous Bénichou !» Et donc le cousin de Simon Bénichou, qui s'appelle Prosper Bénichou, lui, il a une entreprise très connue aussi, qui sont les confitures Bénichou. C'est bien parce que ce soir, on a un public de connaisseurs. Qui a déjà goûté les confitures Bénichou? Et donc, il a un copain à lui, c'est un cardinal. Et alors le cardinal, il fait « Monsieur le cardinal, voilà, je sais, vous connaissez très bien le pape. » Et le pape, tous les matins, il arrive sur son balcon, la place Saint-Pierre, devant les télévisions, les radios du monde entier, et il fait sa bénédiction quotidienne, là, comme ça, et là, il fait « Bénissez ce pain quotidien ». Dites-moi, il ne pourrait pas rajouter « et les confitures Bénichou ». Monsieur Bénichou, c'est le pape. Et justement, c'est le pape, justement, imaginez la publicité, les télévisions, les radios comme ça, publicité dans le monde entier, imaginez, bénissez ce pain quotidien et les confitures Bénichou. Oh, c'est ordinaire. Mais moi, je ne demande pas ça gratuitement, hein. Moi, je fais un chèque, 1 million d'euros, je donne au Vatican. Hein? C'est bon ou pas? Monsieur Bénichou, c'est le pape. On ne peut pas, on peut pas. Bon, alors attendez, on peut négocier peut-être, on peut négocier. Je vous explique. Moi, il n'y a pas besoin, il le dit fort. Il arrive comme ça, il fait « Bénissez ce pain quotidien et les confitures Bénichou ». Ça me suffit, ça passe, ça me suffit. Et moi, je rajoute un zéro, je fais 10 millions. C'est bon? On peut faire l'affaire? Et monsieur Bénichou, dans quelle langue je dois vous le dire? C'est le pape. On ne peut pas. C'est impossible. Comment ça, on ne peut pas? Je ne comprends pas. La vérité, je ne comprends pas. Pour 1 million, on ne peut pas. Pour 10 millions, on ne peut pas. Mais combien ils ont donné les boulangers? Je suis resté dans le chapeau rouge. Et je suis resté avec Simon Bénichou. Une autre que j'affectionne particulièrement. Donc Simon Bénichou, il arrive chez lui comme un fou, avenue Foch, dans son 555 mètres carrés. Il y a des Tunisiens ce soir dans la salle. Bénichou, il arrive comme ça, mais il est comme un fou. Hein. Il arrive dans avenue Foch, dans son appartement, il arrive dans son salon qui fait 55 mètres carrés. Il arrive et au mur comme ça, il y a un Picasso. Il sort un gros feutre, un gros marqueur noir comme ça, il barre Picasso et il marque Rachel. À côté, il y a un Van Gogh. Il prend le feutre, il barre Van Gogh, il marque Rachel. Après, il y a un Utrio, il barre Utrio, il marque Rachel. Là, il y a le cousin qui arrive, qui fait « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es un grand malade, tu es tombé sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème ?» Pas du tout, je sais exactement ce que je suis en train de faire. Je sors de chez mon conseil fiscal, j'ai un contrôle fiscal. Il m'a dit « Tu mets tout au nom de ta femme. » Vous connaissez la différence qu'il y a entre optimiste et pessimiste? La société actuellement est divisée en deux parties. Vous avez les optimistes et les pessimistes. Les optimistes disent qu'on va bouffer de la merde pendant 10 ans.
Non, vous vous trompez, monsieur, ça c'est les pessimistes qui disent ça. Pas du tout. Les pessimistes, ils disent qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Je change de chapeau. Ah, ça manquait, hein? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, j'adore celle-là. J'adore celle-là. Moïse et Sarah sont dans la chambre. Il y en a beaucoup qui commencent comme ça, je sais. Il y en a beaucoup qui s'appellent Moïse et Sarah. Moïse et Sarah sont dans la chambre, mais Sarah est allongée sur les lits, et Moïse, il est assis au bord du lit, et ça fait 2 heures et demie qu'il lit la Ketouba. Alors pour les non-initiés, la Ketouba, c'est l'acte de mariage religieux. Et donc ça fait 2 heures et demie qu'il est en train de lire la Ketouba. Mais vraiment, mot à mot, virgule après virgule. Et Sarah, elle est inquiète, elle dit, Moïse, qu'est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, ça fait... Et il continue à lire. Et Sarah est là, elle fait, mais Moïse, je vois, ça fait 2 heures que tu lis la Ketouba. Quel est le problème? Il dit, non, rien, je cherche la date d'expiration. C'est des Yid qui sont dans un shtetl, comme ça, au fond des shtetl, et ils décident d'aller acheter une vache. Ils disent, on va aller en ville, on va aller acheter une vache, comme ça on aura des bons laits, on va la faire monter par les taureaux, on aura des veaux, ça va faire à élevage. Pas des poulets, mais à élevage. Et donc, mais ils n'ont pas beaucoup de geld, ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors ils arrivent au marché aux bestiaux, dans la grande ville. Et ils voient, il y a des vaches magnifiques, superbes, mais elles sont trop chères, ils n'ont pas assez d'argent pour ça. Et ils voient une vache qui ressemble à rien, mais bon, elle est maigre, il manque une corde. Et bon, ils ont juste de quoi l'acheter. Ils disent, on va l'acheter, on va la prendre, on va la ramener, et on va bien s'occuper d'elle, et on va faire quelque chose avec cette vache. Ils ramènent la vache au village, et rien, elle ne donne pas du lait, elle ne se laisse pas monter par les taureaux, rien, gournicht, rien du tout. Ils vont voir les Rebbe, ils expliquent au Rebbe, ils disent, Rebbe, voilà, il y a un problème, on a acheté la vache, et voilà, elle ne mange pas, elle ne grossit pas, elle ne donne pas du lait. Quand le taureau il s'approche pour voir la montée, elle s'en va à 10 km. Et le Rebbe il est là, il fait, votre vache, vous l'avez achetée à Minsk. Il dit, oui, quoi, ça? Comment tu peux savoir, Rebbe? C'est incroyable la force, comment tu peux savoir? Il dit, ma femme vient de Minsk. On va faire une différence. Il y a souvent des histoires avec les Juifs qui jouent. Les Juifs sont en général très joueurs, loto, jeux d'argent. Mais en fait, les blagues ashkénazes et les blagues séfarades ne traitent pas la question de la même manière. On va faire une différence, là, vous allez voir. Faire une différence entre celui qui gagne au loto quand il est ashkénaze et celui qui gagne au loto quand il est séfarade. J'ai rien dit encore. Donc, Moïse Goldstein, ça a 96 ans, il gagne au loto. 10 millions. Alors, il a fait construire une villa de 1500 mètres carrés. Il a acheté la Rolls, la Jaguar, la Cadillac, ce que tu veux. Et il fait un grand soirée avec 500 personnes, avec tous les amis, ceux qui les restent, et les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, il invite là tout le monde. Il fait une grande soirée pour pondre la crémaillère de sa nouvelle villa.
Et il y a son vieil ami Shloime, qui a aussi 96 ans. Ils étaient tous les deux dans les camps de la concentration ensemble, ils ont survécu. Et il fait visiter la villa, il fait visiter, il dit, regarde, là, voilà, il y a 15 chambres, et là, voilà, et ceci, et cela. Et ils arrivent dans le salon, qui est fait, un salon cathédral, comme ça, énorme. Et là, dans le salon, au mur, il y a un portrait, 2 mètres sur 2 mètres, Adolf Hitler. Oui. Shloime, il est là, il dit, moi, je comprends, à 10 millions, peut-être, ça t'a tapé un peu la carafe. Mais de là à mettre un portrait d'Adolf Hitler dans la salle, vous savez, je ne comprends pas. Tu peux me l'expliquer? Il dit, c'est le minimum que je pouvais faire. Il dit, comment ça? Il dit, oui, j'ai gagné au loto, c'est lui qui m'a donné le numéro. Maintenant, c'est Simon Bénichou qui gagne au loto. 10 millions, pareil. Il arrive, en bas de chez lui, même pas il monte. Il reste dans la rue, il appelle sa femme. Sarah, Sarah! Sarah se met au balcon et là, qu'est-ce qu'il y a mon mari? Qu'est-ce qu'il y a mon mari? Sarah, j'ai gagné au loto! Tu as gagné au loto, mon mari! Tu as gagné au loto! Ça halik! Tu as gagné au loto! 10 millions! 10 millions! 10 millions! Tu as gagné au loto, 10 millions, mon mari! Sarah, Sarah, prends des affaires, fais la valise. Oui, tout de suite, mon mari, tout de suite, je fais la valise. Dis, quelles affaires je prends? Celles d'été ou celles d'hiver? Les deux, tu dégages tout de suite! De la même manière, c'est pas la même façon d'aborder Ashkenaz ou Séfarade quand on va voir les prostituées. Les pits, comme on dit chez nous. Moïse Goldstein, il se promène dans les sentiers, du côté de la rue Blondel. Il y a des connaisseurs. Il y a des connaisseurs, il y a des schmatologues. La rue Blondel. Donc Moïse Goldstein, il se promène la rue Blondel et il y a une pite comme ça qu'elle a adossée à un mur, comme ça, à l'entrée d'un immeuble, et qui lui fait hey, tu viens chérie, je vais te faire quelque chose que personne ne t'a jamais fait. Il dit que va, crédit? Ça, version Ashkenaz. Version séfarade. Simon Bénichou qui va aux putes. Il arrive, il fait c'est combien? Quoi, hein? Quoi? Tiens, un tarif à donner. C'est combien? Il fait c'est 500. Il dit d'accord, mais je te préviens, moi, je cogne. Ah, tu cognes? Ah ouais, alors si tu cognes, c'est 1000 balles. Pas de problème, tu fais ton tarif, mais je t'aurais prévenu, moi, je cogne. Mais tu cognes fort? Ah, moi, la vérité, quand je cogne, hein. Bon, alors écoute, c'est 1500, voilà, 1500. Mais d'accord, tu fais le tarif, mais je te préviens, je t'aurais vraiment prévenu, moi je cogne, mais tu cognes, tu fais mal. Ah, la vérité, quand je cogne. Bon, bah là écoute, c'est 2000, voilà, c'est 2000. D'accord? On se met d'accord sur 2000. D'accord, mais je t'aurais prévenu, moi je cogne. Mais merde, jusqu'à quand tu cognes comme ça? Jusqu'à ce que j'ai récupéré mes 2000.
Moi, je sais qu'il croise Shloim à New York, à l'angle de la 54e et de la 5e. Et ça fait longtemps qu'il ne s'est pas vu. Et elle a dit, ouh, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, tu vois, voilà, j'ai ma petite carriole, je vends les hot dogs. Il dit, ah, mais ça, tu gagnes de l'argent? Il dit, ah, oui. En plus, tu as un bon emplacement, juste en face de la banque Rothschild. C'est bien. Il dit, oui, ça marche bien. Il dit, ça marche bien, tu vas pouvoir me prêter un peu d'argent. Impossible. Il dit, comment ça, impossible? Impossible, je t'ai dit. Mais pourquoi? Il dit, j'ai passé un deal avec la banque Rothschild. Moi, je ne prête pas l'argent. Eux, ils ne vendent pas les hot dogs. On reste à New York. C'est un rabbin qui arrive à l'aéroport à JFK, il monte dans un taxi. Et il monte dans le taxi, il fait à Manhattan, s'il vous plaît. Le taxi roule. Et à l'angle, pareil, à l'angle de la 5e et de la 54e, devant le marchand de hot dogs. Et le taxi fait un accident et il rentre dans une autre voiture. Et le chauffeur de l'autre voiture commence à insulter le chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi commence à insulter le chauffeur de l'autre voiture. Et le rabbin, il est assis derrière et il fait « Mais arrêtez, arrêtez !» Et le gars de l'autre voiture sort de sa voiture et il vient, il alpague le chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi sort du taxi, il commence à alpaguer l'autre gars. Et le rabbin derrière, il est affolé, il fait « Mais arrêtez, arrêtez !» Et les gars commencent à se battre, à s'éclater. Ils roulent par terre, ils se tapent dessus, ils sont en sang. Et le rabbin, il a fait « Mais arrêtez les compteurs !» Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est dans un vol intérieur aux États-Unis, disons Houston-Dallas. Et il y a une rangée de 3 comme ça. Et à la rangée de 3, donc, il y a 2 Texans de part et d'autre. Alors, 2 Texans de 2,20 m avec les boucles, les grosses boucles, les Santiago, les chemises à carreaux et le Stetson. Et 110 kilos de viande. Et au milieu, il y a un petit yid comme ça, Woody Allen. Et le vol se déroule. Et à un moment, il y a un des Texans qui regarde par le hublot et il dit « Ah, moi j'ai un ranch à côté de Dallas. Ça fait 1500 mètres carrés, j'ai 20 000 hectares de terrain, j'ai 10 000 têtes de bétail. Et ça s'appelle My Sweet Home. » Et l'autre Texan regarde le gars et il dit « Ouais, moi aussi, à côté de Dallas, j'ai un ranch avec 2000 mètres carrés, 25 000 hectares et 15 000 têtes de bétail. Ça s'appelle Home Sweet Home. » Et le yid au milieu, il dit rien. Et les 2 Texans le regardent et ils disent « Et toi, tu as quelque chose ?» Il dit « Oui. » « Où ça ?»« Dallas. C'est grand, combien ça mesure? Ça fait 5000 hectares. 5000 hectares. Et comment ça s'appelle? Downtown. T'as quelque chose de triste à me jouer là? Quelque chose, tu peux ou pas? Histoire très triste. Mais pas trop fort. Ah, ils croient qu'ils sont sur le trottoir en train de... mais non.
C'est dans le shtetl, c'est Shabbos. Et le rabbin, il est avec sa famille. Et il est très pauvre, il n'a rien à manger. Il a juste 3 harengs qui traînent. Et il a toute la famille autour de la table de Shabbos. Et il découpe le hareng et il met un morceau de hareng dans chaque assiette comme ça. Il regarde l'assiette de son fils avec le morceau de hareng. Et il lui dit, tu vois, Shloime, rabbin, c'est pas un métier de juif. Chapeau rouge? Chapeau rouge. Chapeau rouge. Chapeau rouge. Ah oui. Chapeau rouge. C'est Moïse et Sarah, ils sont dans le lit, la nuit, et Moïse, il n'arrive pas à dormir. Il fait la toupie dans le lit, il tourne. Il ne dort pas. Au bout d'un moment, Sarah lui dit, mais Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, Shloime en face, qui habite là-bas, je lui dois 20 000, je dois lui rendre demain, et je ne les ai pas. Comment tu veux que je dorme? Yeah. Ok. Sarah, elle se lève, elle va à la fenêtre, elle ouvre la fenêtre en pleine nuit comme ça, et en pleine nuit, elle appelle Shloime, Shloime. En face, là, ça s'ouvre, elle dit, qui c'est qui m'appelle? Il dit, c'est moi, Sarah, la femme de Moïse. Et qu'est-ce qu'il y a? Mon mari, il te doit 20 000. Bah ouais. Il doit te le donner demain. Bah ouais. Eh bien, il les a pas. Elle ferme la fenêtre. Dit, tu peux dormir, c'est lui qui dort plus maintenant. Il faut quand même que je vous raconte d'où viennent toutes ces histoires, parce qu'à chaque fois, c'est la question qu'on me pose. D'où viennent toutes ces histoires? Il y en a qui me viennent de plus ou moins récemment, mais il y en a qui me viennent de très, 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 très loin. D'il y a très, très, très longtemps. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Et mes parents, à cette époque-là, dans le salon, il y avait un pick-up, à l'époque. Et quand ils recevaient des copains, ils mettaient des disques. Alors, ils nous mettaient, ils nous mettaient la télé, ils nous mettaient nuit et brouillard pour nous faire sentir bien. Et pour détendre l'atmosphère après, ils avaient un disque. Ils avaient un disque où il y avait un gars qui racontait des histoires comme ça, comme je suis en train de vous le faire ce soir. Le gars racontait des histoires. C'est un disque, on n'a jamais su qui était le conteur des histoires dans ce disque. Ce disque, vous regardez de tous les côtés, les pochettes, la pochette, le disque lui-même, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Et ce disque, on l'a perdu. C'était juste un disque avec... C'était un 33 tours, mais plus petit, avec un diamètre plus petit. Il avait une pochette bleue avec une kippa blanche, et il y avait marqué « Histoire juive ». C'est tout. Et donc, pour détendre l'atmosphère après Nartun Nebel, on avait le droit à ce disque, ou quand ils recevaient leurs copains à la maison. Et ce disque, il est rentré dans ma tête. Et en fait, allez, 30% de ce que vous entendez ce soir vient de ce disque. Et ça m'est rentré. Et l'autre jour, par le plus grand des hasards, enfin non, pas par le plus grand des hasards, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. L'autre jour, j'ai réussi, j'ai retrouvé ce disque sur Internet, quelqu'un le vendait, d'occasion évidemment, et je l'ai retrouvé, oui, d'occasion, je l'ai retrouvé, et je voulais... Vous voyez, il est comme ça.
Et il n'y a aucun nom là-dessus, il n'y a rien. On ne sait pas. Et donc je voulais... c'est comme si j'avais retrouvé le Graal, ou ressorti Excalibur de la pierre. Et donc je voulais le rendre à qui de droit? Il faudrait demander au régisseur d'amener une bassine, parce qu'à mon avis, là, c'est... Puisqu'on est dans la série, puisqu'on parle des mères juives. Ah ben, vous connaissez la série des blagues sur les mères juives, forcément. Vous connaissez la différence entre une mère juive et un terroriste. Ben, avec le terroriste, on peut négocier. Vous connaissez la différence entre un pitbull et une mère juive? Non, bah, le pitbull, il finit un jour par vous lâcher, lui. Vous savez pourquoi les requins n'attaquent jamais les mères juives? Respect professionnel. Vous savez pourquoi les mères juives ne prennent jamais d'aspirine? Ça risquerait de leur faire du bien. Vous savez quelle est la station de métro préférée des mères juives? Monge, bien sûr, Monge, ma fils. Monge, mon fils. Vous savez comment fait une mère juive pour changer une ampoule au plafond? Vous savez pas comment fait une mère juive pour changer une ampoule au plafond? Va, sors, amuse-toi, pense pas à moi, je resterai dans le noir. Moi, aux élections municipales, je vais aller voter Agnès Buzyn, comme ça, au moins, tout Paris aura une mère juive. Ils vont comprendre. Alors, il paraît qu'on est partout, bien qu'on soit que 14 millions. Et on est même tellement partout que, vous allez voir, ils ont réussi à envoyer une fusée sur Mars. Des astronautes ont été envoyés sur Mars. On ne vous dit pas tout à la télé, hein. Les astronautes ont été envoyés sur Mars. Les astronautes descendent de la capsule spatiale. Et ils sont en scaphandre, évidemment, et ils commencent à marcher, et ils se retrouvent face à un extraterrestre, un martien, qui ressemble à un martien. Et ils essayent de communiquer, mais avec le scaphandre, c'est pas évident. Alors il y a un des deux astronautes qui dit « Attends, on va faire le test de l'allumette, on va gratter une allumette. Si l'allumette s'enflamme, c'est qu'il y a de l'oxygène. S'il y a de l'oxygène, on peut enlever les casques, et on peut respirer, on peut parler. Bonne idée. » Et il sort une boîte d'allumettes, il va pour gratter l'allumette, et il voit le martien qui est là, qui fait... Il ne comprend pas, il n'entend pas. Il est presque à gratter, vraiment à gratter l'allumette, et le martien est là, il pleure.
Ah, il gratte l'allumette. Ah, l'allumette s'enflamme. Il y a de l'oxygène sur Mars. Incroyable. Alors, ils enlèvent les casques comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et le martien qui fait, Shabbat, tu allumes la lumière. Allez, là, je fais ni l'un ni l'autre, mais c'est une qui me plaît beaucoup. Comment? C'est une blague pour tout le monde. En fait, ça se passe à New York. À New York, il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, sur la 5e avenue. Un magasin de 6 étages où on peut acheter des maris. Oui, mesdames. C'est un magasin réservé aux dames, d'ailleurs, sur 6 étages, et on y vend des maris. C'est bien, hein? Alors, il y a juste une règle. Il y a juste une règle. C'est la 5e avenue à New York. C'est un peu long, elle est un peu longue, mais bon, vous allez trouver. Alors, une 54e, exactement. Une connaisseuse. Et donc, là, il y a une règle simple, c'est que quand on monte à un étage, on peut monter, mais on ne peut pas redescendre. D'accord? C'est-à-dire, soit on trouve son bonheur à l'étage où on est, mais on ne peut pas dire « Ah, j'étais au 5e, je redescends au 3e parce que ce que j'ai vu au 3e me plaisait plus. » D'accord? C'est une règle simple. Donc, il y a une dame qui rentre dans le magasin, elle prend l'escalator, elle arrive au premier étage, il y a un panneau qui indique « Bienvenue au premier étage. À cet étage, nous vendons des maris qui ont un bon job. » Bon début, se dit-elle. Elle dit, bon, je vais aller voir au-dessus quand même. Elle va au 2e étage, elle arrive en haut de l'escalator, il y a un panneau, pareil, qui dit, bienvenue au 2e étage. À cet étage, nous vendons des maris qui ont un bon job et qui adorent les enfants. Ah, je reconnais ça. Bon, voyons voir au 3e étage, ça s'améliore, donc voyons voir. Elle monte au 3e étage. Bienvenue au 3e étage. À cet étage, vous trouverez des maris qui ont un bon job, qui adorent les enfants et qui sont très beaux. J'aime cette rumeur qui se répand. Mais, dévorée de l'intérieur, elle monte au 4e étage. Elle arrive au 4e étage, il y a un panneau qui indique « Bienvenue au 4e étage, et cet étage, vous trouverez des maris qui ont un bon job, qui aiment les enfants, qui sont très beaux et qui participent aux tâches ménagères. » Ça existe, ça existe. Ça... J'ai supplie à vendre. Ça existe. Mais elle dit, bon, je monte quand même, je continue, ça s'améliore à chaque fois, je monte. Je monte au 5e étage. Bienvenue au 5e étage. À cet étage, vous trouverez des maris qui ont un bon job, aiment les enfants, sont très beaux, participent aux tâches ménagères et sont romantiques. Mais dévorée par la curiosité. Elle dit, je monte au 6e étage, là je vais trouver le nirvana. Elle arrive au 6e étage, et il y a un panneau qui indique, bienvenue au 6e étage, vous êtes la visiteuse 31 483 643. À cet étage, il n'y a rien à vendre. Cet étage n'existe que pour démontrer qu'on ne peut pas satisfaire les femmes. Et pour ne pas être taxé de sexisme, il se trouve que la porte en face sur la 5e avenue, l'autre côté de la rue, a ouvert un magasin, pareil, 6 étages, où on vend des femmes. Pareil, bon, c'est réservé aux hommes, et la même règle s'applique, on peut monter d'un étage, mais on ne peut pas redescendre, la même règle. Donc il y a un homme qui rentre dans ce magasin,
Il arrive au premier étage. Bienvenue au premier étage. À cet étage, vous trouverez des femmes qui aiment le sexe. Il dit bon, voyons voir au deuxième. Il monte au deuxième. Il y a un panneau qui indique à cet étage, vous trouverez des femmes qui aiment le sexe et qui ont de l'argent. Et les étages 3 à 6 n'ont jamais été visités. Ça, à l'entrée des paradis, il y a 2 files d'attente. Il y a une file d'attente pour les hommes qui ont toujours été soumis à leurs femmes pendant leur vie. Et une file d'attente pour les hommes qui ont dominé leurs femmes pendant leur vie. Donc dans la première file d'attente, il y a des hommes qui attendent. Et dans la deuxième file d'attente, donc celle où les hommes ont dominé leurs femmes pendant leur vie, il y a un mec qui est là. Alors l'ange vient voir le mec et il dit « Qu'est-ce que vous faites là, vous ?» Il dit « Je ne sais pas, c'est ma femme qui m'a dit de me mettre là. » Dans la même catégorie, et une qui est vraiment parmi mes favorites, c'est l'histoire du mariage du lion. Le lion, le roi de la savane, se marie. Vous allez voir, là aussi, on est dans la catégorie des blagues clivantes. Vous allez voir. Le lion, le roi de la savane, se marie et il invite à son mariage l'ensemble des animaux de la savane. Et arrive la souris. Et la souris a préparé un chèque, cadeau pour le lion. Elle donne le chèque au lion. Elle lui tape sur l'épaule. Elle lui dit « Mazal tov, mon frère ». Le lion regarde la souris, lui dit « Attends, je suis déjà large et magnanime, je t'invite à mon mariage, mais d'où est-ce que tu tiens qu'on est de la même famille pour m'appeler mon frère ?» Et là, la souris se met à l'oreille du lion et lui dit « Tu sais, moi aussi, avant de me marier, j'étais un lion. » Allez, c'est le retour de Simon Bénichou. Simon Bénichou dit à sa femme, « Bon, qu'est-ce que tu veux pour notre anniversaire de mariage ?» Il dit, « Écoute, il y a un truc que tu m'as jamais offert, on n'a jamais fait ensemble, depuis 40 ans qu'on est ensemble, mariés, tu m'as jamais emmené au Lido. » Tu veux aller au Lido ? Voilà, tu me demandes ce qui me ferait plaisir, voilà, on pourrait aller au Lido. Non, mais il n'y a rien d'autre qui te ferait plaisir, tu veux vraiment aller au Lido. Tu me demandes, voilà, bon, ok, alors on va au Lido. Ils prennent un taxi. Ils arrivent au Lido. Devant l'entrée du Lido, il y a un tapis rouge avec un voiturier. Le voiturier ouvre la porte du taxi. Madame Bénichou sort. Monsieur Bénichou sort. Et le voiturier dit « Bonsoir, monsieur Bénichou. » Madame Bénichou dit « Mais dis-moi, tu es connu ici ou quoi ?»« Ah non, il doit se tromper, la vérité. Je ne sais pas, il doit me prendre pour quelqu'un d'autre. Non, mais il connaît ton nom. Non, mais bon, allez, laisse tomber. Allez, viens, on va au spectacle. » Ils rentrent à l'intérieur du Lido, ils arrivent à une table, il y a une grande table pour eux réservée avec 2 couverts, ils s'asseyent, et il y a le sommelier qui arrive avec du champagne, et il fait « Monsieur Bénichou, votre champagne ?» Ah là, Madame Bénichou, un problème. Hein. Il dit là, franchement, tu es connu.
Ah, écoute, voilà, je suis peut-être venu 1 ou 2 fois pour le business avec des clients. Bon, c'est rien, voilà, on profite du spectacle. Et le spectacle continue, et à un moment du spectacle, il y a une stripteaseuse qui fait un striptease. Et elle fait son numéro de striptease, et à un moment, elle enlève son soutien-gorge, elle le fait tourner comme ça au-dessus de sa tête, et elle fait « Et le soutien-gorge, c'est pour qui ?» Et à ce moment-là, il y a toute la salle qui fait « Pour Bénichou !» Je reste dans le rouge? Je reste dans le rouge. On est en fait dans la minorité de la minorité. Vous savez que les séfarades sont quand même la minorité dans la minorité. En France, non, mais dans le monde, oui. Hein. Donc c'est un rabbin et un curé qui sont dans un compartiment de train. Comment? C'est un rabbin et un curé qui sont dans un compartiment de train. Le train roule, arrive l'heure du déjeuner. Le curé ouvre sa valise, il sort un jambon beurre, ça comme. Il commence à manger. Et le rabbin, lui, il n'a rien à manger. Et le curé, là, il fait « Vous en voulez, monsieur le rabbin ?» Il dit « La vérité, c'est du jambon, je n'ai pas le droit, hein, c'est interdit. Hein. » Le curé qui il fait « Vous avez tort, hein, parce que c'est bon, c'est bon. » Et il mange. Le rabbin, il n'a rien à manger. Et le train arrive à destination, les deux descendent, et le rabbin dit au curé allez, au revoir, monsieur le curé, sans rancune, hein, et puis bonjour à madame. Je suis curé, moi, je ne suis pas marié, c'est interdit. Vous avez tort, parce que c'est bon, c'est bon. Il y en a une que j'aime beaucoup, pour parler de curé et de rabbin. C'est le curé qui demande au rabbin, il dit « Monsieur le rabbin, expliquez-moi le Talmud. » Et le rabbin dit « Mais je ne peux pas vous expliquer le Talmud. Il faut l'équipement minimum. C'est Goïchekop, c'est Goïchekop. Enfin, on ne peut pas. Non, non, je vais faire un effort, expliquez-moi le Talmud. » Il dit « Écoutez, je vais vous donner un exemple, vous allez voir, vous n'allez rien comprendre. » Il dit « Voilà, vous avez 2 hommes qui passent par une cheminée. Il y en a un qui sort sale et l'autre qui sort propre. Lequel des 2 va se laver? » Le curé est là, il fait bah, « C'est simple, c'est celui qui est sale qui va se laver. » Il dit « Pas du tout. » Il dit « Comment ça, pas du tout? » « Ah, vous n'avez rien compris. Celui qui est sale, il regarde l'autre en face qui est propre, donc il pense qu'il est propre lui-même. Celui qui est propre, il regarde l'autre en face, il le voit sale, donc il pense qu'il est sale lui-même, donc c'est celui qui est propre qui va se laver. Non? Ah, ça y est, je crois que j'ai compris. Non, vous n'avez rien compris du tout. Non, non, je vous dis, j'ai compris. Reposez-moi une question, vous allez voir, je vous dis que j'ai compris. Je vous dis que vous n'avez rien compris du tout. Je vais vous reposer une question, vous allez voir que vous n'avez rien compris du tout. Alors voilà, on y va. Il y a 2 hommes qui passent par une cheminée. Il y en a un qui sort sale et l'autre qui sort propre. Lequel des 2 va se laver? On vient de voir, c'est celui qui est propre qui va se laver? Pas du tout! Comment ça, pas du tout? Celui qui est propre, il se regarde dans un miroir, il voit qu'il est propre. Celui qui est sale, il se regarde dans un miroir, il voit qu'il est sale. Donc c'est celui qui est sale qui va se laver. Attendez, un truc là, un miroir, quel miroir? D'où vous sortez cette histoire de miroir? On n'a pas parlé de miroir. Il dit, mais c'est ça le Talmud. Le Talmud, c'est envisager l'ensemble des possibles. Ah, j'ai compris maintenant. Non, vous n'avez rien compris du tout. Je vous dis que j'ai compris. Écoutez, reposez-moi une question, vous allez voir, j'y suis, là, j'y suis. Ok, je vous repose la question, mais vous allez voir, vous n'avez rien compris du tout. Alors on y va. Vous avez 2 hommes qui passent par une cheminée. Un qui sort sale, l'autre qui sort propre. Lequel des 2 va se laver? Alors, s'il n'y a pas de miroir, c'est celui qui est propre qui va se laver. S'il y a un miroir, alors c'est celui qui est sale qui va se laver. Ça va? C'est bon? J'ai compris?
Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Comment est-ce que vous pouvez imaginer 30 secondes qu'il y a deux hommes qui passent par la même cheminée et qu'il y en a un qui peut sortir propre et l'autre qui peut sortir sale? Dites-moi, est-ce que vous pouvez me jouer Samovar? Vous connaissez Samovar? C'est quoi ça? C'est quoi ces schmucks que j'ai pris là? Vous pouvez pas... Non, vous connaissez pas Samovar? Ça va, c'est bon, ça va, on a compris. Vous qui passez Samovar? Non, non. Qu'est-ce que... Et voilà. Voilà. Voilà comment on se fait abandonner. Hein. C'est Simon et... C'est deux juifs qui se rencontrent dans le sentier. Il y en a un qui dit à l'autre, la vérité, ça va? Il dit, ça va très bien, j'ai pris une assurance extraordinaire. Ah bon, une assurance comment? Pour le magasin, j'ai pris une assurance contre l'incendie et la grêle. Il dit, l'incendie, je vois. Mais la grêle, comment tu vas la faire tomber? Dis-moi, Simon, il paraît que ton magasin, il a brûlé. Chut, c'est la semaine prochaine. Bon, encore? Ah, encore? Mais il en reste, hein, il en reste. Bon, tant pis, on joue sur les musiciens. On joue sur les musiciens. Ils savent pas jouer, de toute façon. C'est Jésus, il se fait du souci pour son avenir. Il dit, papa, je me fais du souci pour mon avenir. Il parlait comme ça parce que Jésus était un juif tunisien. Hein. Tout le monde le sait. D'abord, il a vécu jusqu'à 33 ans avec sa mère. Jusqu'à la fin de sa vie, il croyait que sa mère était vierge. Il disait partout que son père, c'était le bon Dieu. Et il a monté une affaire multinationale qui marche encore maintenant. Il dit à son père, papa, je me fais du souci pour mon avenir. T'inquiète pas, mon fils, tu seras bientôt fixé. Il est 22h38. Les enfants sont couchés. On a le droit de faire des trucs un peu... Non, parce que je voulais en fait... Non, mais après, c'est fini. Hein. Je voulais en fait juste dédier cette soirée à Kirk Douglas. En hommage à Kirk Douglas, vous racontez l'histoire de Spartacus. Il y a des connaisseurs qui la connaissent. Elle n'a rien à voir. C'est pas une blaguide. Hein. Mais je l'aime bien. Et dans la vie, il faut se faire plaisir. Donc c'est Spartacus. Et puis après, c'est fini. On m'a demandé pli, il y en a pli. C'est Spartacus qui va voir César et qui lui dit, bon, écoute, César, moi j'ai une idée pour les prochains jeux dans les arènes là, au Colisée à Rome, parce que bon, les gladiateurs, les lions qui bouffent les chrétiens, tout ça, c'est du vu, du revu et du corrigé. Moi, je te propose un truc, du jamais vu. Moi, Spartacus, tu me mets 100 vierges dans l'arène, et moi, je me les fais toutes. César dit, ouais, ça, c'est pas banal. Ok, vendu. Et donc, le dimanche suivant, dans le Colisée à Rome, t'as le Colisée est pété de monde, noir de monde, tous les gradins sont remplis. Et au milieu de l'arène, enfin tout autour, comme ça, il y a les 100 vierges qui attendent. Tu as Spartacus qui arrive, donc Kirk Douglas. Hein. Spartacus qui arrive, qui rentre là-dedans très fier, avec les fifres, enfin, il faut imaginer. Hein. Et il commence. Et 1, et 2, et 5, et 10, et 20,
pas le moindre signe de fatigue. Et là, la foule est complètement en délire. Ils sont là, tout le Colisée est là. Spartacus, 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 Spartacus. Et 30 et 40. Spartacus, Spartacus, Spartacus. Les femmes dans les gradins se pâment. Leurs toges se déchirent, elles sont en pâmoison totale. 50, 60, Spartacus, 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 70, 80, Spartacus, 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 85. Spartacus souffle un peu. Toute la foule en délire. Spartacus, Spartacus. La moitié des femmes dans les gradins sont évanouies. 90, Spartacus met un genou à terre. Mais la foule continue. Spartacus, Spartacus. 95, Spartacus met un deuxième genou à terre. Mais la foule est en délire. Spartacus, Spartacus, Spartacus. 97, Spartacus s'écroule et mord la poussière. Et là, la foule. Spartacus, PD, Spartacus. Il y a la dernière devinette. Nous avons trois musiciens. Nous avons David, nous avons Samuel et nous avons François. Cherchez l'intrus. Nous étions, en fait, on est le groupe Swing Klezmer Orchestra et on était ravis d'accompagner Eric pour cette scène ce soir. François à la régie. Nous avons Dave François pour les prix des IN. Donc on refait la même le 31 mars. Cherchez pas, c'est déjà complet. Et on va prévoir une troisième. On va en prévoir d'autres. Merci.